Eh bien bonjour tout le monde, c'est Alex, nouvelle vidéo sur l'histoire de l'Empire romain. Nous allons donc nous plonger dans cette antiquité impériale romaine, de sa naissance à sa chute. Bien avant l'avènement de l'Empire, Rome fut déjà une grande puissance incontournable. Unificatrice de l'Italie en -120, victorieuse sur l'Empire de Carthage en -146, conquérante de l'Espagne et de la Grèce en -190 et -140, puis enfin victorieuse des peuplades gauloises en -50. Si Jules César ne fut pas le premier empereur romain, il planta cependant les racines de l'Empire. En effet, la dictature de Jules César marqua profondément la transition politique romaine entre la République et l'Empire, à un point même qu'à l'heure de son assassinat politique par Brutus et des membres du Sénat, seul Auguste, son fils adoptif, fut en mesure de prendre sa place à la tête de Rome. Auguste prend le pouvoir en -27 à la suite de sa victoire navale décisive sur les forces de Marc-Antoine en -31. Souhaitant premièrement rétablir la République, il se rend vite compte de cette impossibilité politique face au siècle de guerre civile précédent. Auguste instaure donc l'Empire sous l'appellation d'Imperator. Il transforme le puissant empire parthe comme vassal de Rome et consolide les frontières romaines sur le Rhin après son échec de conquête de la Germanie. Sur le plan intérieur, l'impérateur conduit une politique de réorganisation impériale des cités romaines, ainsi qu'une politique de prosélytisme religieux d'État, bâtissant de nombreux temples et hôtels à Rome et dans les grandes cités. Auguste instaure le polythéisme romain comme seule religion d'État impérial. Il est en fait un des piliers fondamentaux de la société romaine et établit le culte de la personnalité, élevant les empereurs comme des dieux vivants. Après la mort d'Auguste, la dynastie des Julio-Claudiens sauvegarde le pouvoir en l'an 14 et le conservera jusqu'en l'an 68. Formée d'Auguste, de Tibère, de Caligula, de Claude et de Néron, cette dynastie poursuit la construction impériale d'Auguste. Elle ne sera marquée que de deux tâches. Caligula devenant un tyran cruel et fou, mentalement atteint par une maladie puissante qui sera assassiné à la suite d'une conspiration d'État en l'an 41, et Néron, le dernier empereur de cette dynastie et sans aucun doute le plus mauvais empereur de l'histoire romaine. Préférant l'art, le théâtre et le chant, il délaisse la politique et le peuple de Rome, victime à cette époque du grand incendie, détruisant une bonne partie de la ville. À la mort de Néron, la politique est en si mauvais état qu'une guerre civile éclate entre 68 et 69. 4 empereurs règnent en même temps, Galba, Othon, Vitellius et Vespasien. Finalement, Vespasien défait ses opposants, prend le pouvoir officiel en 69 et instaura la dynastie des Flaviens, formée des impérateurs Vespasien, Titus et Domitien, qui vont conserver le pouvoir jusqu'en 96 et remettre en ordre l'Empire après le désastreux passage de Néron. Bien que la dynastie des Flaviens a pu remettre de l'ordre et stabiliser l'Empire, en 96, la dynastie des Antoniens prendra sa place et instaura, sous le règne des impérateurs Nerva, Trajan, Adrien et Antoine, un véritable âge d'or, rendu possible par une succession de règnes tous aussi exemplaires les uns des autres. Cette dynastie met fin aux grandes conquêtes romaines, instaure une politique défensive et consolide le pouvoir de Rome sur les provinces orientales. Cette politique évite de nombreuses révoltes et permet surtout une croissance exceptionnelle des provinces occidentales de l'Empire, comme en Gaule et en Grande-Bretagne par exemple. La romanisation du monde occidental prend alors une vitesse plus grande et une volonté plus forte que jamais, inscrivant la civilisation latine comme mère nourricière des peuples d'Europe. Le IIe siècle est donc un âge d'or formidable pour l'Empire et les provinces qui le composent. Mais comme chaque jour arrive inévitablement le crépuscule, l'âge d'or se termine sur le règne du tyran Commode, assassiné par la garde impériale des Prétoriens en 192, ainsi que l'assassinat du jeune empereur Pertinax en 193. Durant la même année, 3 autres empereurs seront nommés, Didius Julianus, Claudius Albinus et Septime Sévère. Mais ils seront tous vaincus par Sévère, qui prend le pouvoir et instaure une dictature militariste, plongeant l'Empire dans une crise sans précédent. Durant cette crise règne la dynastie la plus pitoyable de l'histoire romaine, dont les empereurs ne règnent pas plus de 10 ans. Septimus Gata, devenu empereur en 211, est mort assassiné la même année. Carcalla, devenu alors empereur en 211, est mort assassiné en 217. Macrin, devenu empereur en 217, est mort assassiné en 218. Diatuménien, devenu empereur en 218, est mort assassiné la même année.
Héligobal, devenu empereur en 218, est mort assassiné en 222, et enfin Sévère Alexandre, devenu empereur en 222, est mort assassiné en 235. Après le passage de cette catastrophique dynastie, il n'y a plus d'empereur à Rome, du moins plus aucun qui arrive à centraliser l'empire sous son pouvoir. L'empire romain perdure alors uniquement car l'armée maintient l'ordre et que les généraux servent d'empereurs locaux pour sauvegarder les territoires de l'empire. Sous cette période que l'on nomme l'anarchie militaire, seule la Gaule sera perdue en 260, mais reconquise 14 ans plus tard, en 274. L'anarchie débute en 235 par l'assassinat de Sévère Alexandre et prend fin en 284 par l'arrivée au pouvoir de l'impérateur Dioclétien qui instaure une nouvelle dynastie d'âge d'or qui perdura jusqu'en 337. Cette dynastie formée de Dioclétien, Maximien, Constance, Galère, Sévère II, Maxence, Licinius, Maximien II et Constantin réalisera plusieurs exploits comme la stabilisation du régime impérial, le rétablissement de la sécurité, l'affirmation de la défense de l'Empire, ainsi que plusieurs réformes administratives et fiscales. Mais comme son nom l'indique, ce ne fut qu'un sursaut, car à la suite de ce renouveau impérial, la lente décadence de l'Empire débuta. En 303, les chrétiens qui ne représentent que 5% de la population romaine, mais 20% de la population d'Égypte, bouleversent la vie religieuse de la société et des institutions de Rome. Face à ce défi lancé au culte impérial qui fait la force des impérators, Dioclétien promulgue la grande persécution. Cette procédure vise à saisir le mobilier, les objets de culte et livres sacrés des chrétiens, puis de les faire brûler. Ensuite, il est ordonné à tous les citoyens romains, polythéistes comme monothéistes, de réaliser un grand sacrifice au dieu du Panthéon. Avec le début d'un conflit religieux, débute aussi un conflit politique qui conduit Rome à la guerre civile de 306 à 313. Cette guerre civile est connue pour la bataille du pont Milvius, durant laquelle l'empereur Constantin fait une promesse à Dieu de se convertir s'il obtient la victoire. Puis, en 312, Constantin remporte la victoire et se convertit au christianisme. Il lance ainsi une vaste réforme de la religion d'État, préparant la transition entre le paganisme gréco-romain et le christianisme. Débutent alors dans tout l'Empire des conflits d'ordre politique et religieux, ainsi qu'une grave crise économique débouchant sur une famine. Si les zones urbaines se convertissent facilement au christianisme, les campagnes restent polythéistes, ce qui donne le nom de païens pour qualifier les adorateurs des dieux polythéistes étant majoritairement des paysans. Si la décadence romaine s'installe partout, l'affaiblissement de Rome arrive aux oreilles de ses ennemis. Ainsi, en 378, une armée germanique des Ostrogoths écrase l'armée romaine et tue l'empereur Valens à la bataille d'Andrinople. À l'ouest, les Germains deviennent une puissance incontournable et menacent l'Empire, dont l'affaiblissement provoque sa division entre l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient en 395. Débute alors le règne des derniers empereurs romains. Honorius arrive à la tête de Rome en 395. Il prépare la défense militaire de l'Empire qui s'effondre en 406 quand les Germains suèves, Alains et Vandales, suivis des Francs et Alamans, puis des Burgondes et Lombards, franchissent le Rhin, écrasent les légions du Limès de Germanie et pénètrent en Gaule. Après la chute et la mise à sac de Rome en 410 par les Visigoths, puis la chute de l'île de Bretagne face aux Germains angles, saxons et jutes, Honorius négociera avec les Germains Visigoths d'Alaric pour une paix en échange de la fondation d'un royaume germain en Aquitaine dès l'année 418. Une paix durable s'installe qui ne sera brisée que par le débarquement en Afrique des Germains vandales en 429 et la prise de Carthage par ces mêmes germaniques. De 455 à 474, les derniers impérateurs vont tenter de combattre les Germains, mais ils n'arrivent qu'à perdre de plus en plus de territoire. En 474, l'empereur Julius Nepos signe une paix avec Odoacre et ses forces germaniques. L'Empire romain d'Occident est réduit alors qu'à deux petites provinces, l'enclave romaine de Gaule et la Dalmatie, ainsi que la ville de Ravenne. Mais en 475, Odoacre souhaite en finir définitivement avec l'Empire. Il lance l'invasion victorieuse de la Dalmatie et chasse Julius Nepos du pouvoir. Cependant, la même année, le général Orestre, étant à la tête de l'ensemble de l'armée romaine, enfin ce qu'il en reste, nomme Romulus Augustule comme impérator de l'Empire romain. En apprenant cela, le Germain Odoacre lance une campagne contre la ville de Ravenne, établit le siège et prend d'assaut la ville.
Ainsi, après 10 mois et 4 jours de règne, Romulus Augustule est enfin déposé par Odoacre, qui arrache la couronne impériale de la tête du dernier empereur de Rome, ce qui marque définitivement la chute de l'Empire romain en date du 4 septembre 476. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et moi, je vous dis très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!